On se retrouve pour la suite du module de compression et transcodage d'images et de vidéos. Alors on est sur le cours de compression vidéo et sur la partie codage hybride. Alors on a vu dans une première vidéo le concept de codage hybride et une vue d'ensemble de comment s'organise un encodeur. Dans cette deuxième vidéo, on va s'attarder sur le partitionnement en blocs et la prédiction. Alors commençons tout de suite par le partitionnement en blocs. Donc il arrive vraiment au tout début du processus d'encodage, et on a en entrée les images de la vidéo. Alors, le principe du partitionnement en bloc, c'est quoi? C'est tout simplement de diviser une image I en n blocs de taille égale, de taille W par H, typiquement. Alors, je vous ai mis la formule ici, on ne va pas rentrer dans les détails, mais elle pourra potentiellement vous servir en TP. Voilà, donc une fois qu'on a fait ce partitionnement initial en blocs de taille égale, dans les codecs assez récents, depuis, je crois, H264 AVC, on a un deuxième partitionnement qui va être fait de manière à sous-diviser les blocs de taille fixe en taille de blocs plus petites et de taille variable. Ça va nous permettre de nous adapter à la fois au contenu de l'image, aux détails spatiaux, mais aussi aux mouvements qui peuvent être différents suivant les zones de l'image. Une fois qu'on aura fait cette sous-division-là, on va pouvoir encoder chaque bloc ou chaque sous-bloc de manière séquentielle, en commençant toujours par le bloc qui est en haut à gauche et en finissant par le bloc qui est en bas à droite. On va parcourir ligne par ligne chaque ligne de l'image. Pourquoi on respecte cet ordre d'encodage? C'est tout simplement pour respecter des dépendances de prédiction. On reviendra un peu là-dessus dans la suite de la vidéo. Voilà pour le principe général du partitionnement en bloc. Si on regarde comment c'est fait dans le codec H264 AVC, eh ben, on va commencer par introduire la notion de macrobloc. Alors qu'est-ce que c'est un macrobloc? Tout simplement, c'est le résultat d'un premier partitionnement de l'image d'entrée en bloc de taille fixe 16 par 16. Donc pour une image, pour une vidéo en format YQV420, j'espère que vous vous rappelez à peu près ce que ça veut dire depuis le cours de transcodage, et ben, chaque macrobloc il va avoir un bloc 16 par 16 d'échantillons de Luma et deux blocs 8 par 8 d'échantillons de chroma. Voilà, donc c'est juste une précision que je vous fais, et par la suite, je vais principalement vous décrire les opérations qui sont faites sur la Luma. Voilà, donc une fois qu'on a ce macrobloc, et ben, en fonction du mode de prédiction qu'on va utiliser pour le macrobloc, on va avoir des sous-divisions qui vont être possibles. Dans H264 AVC, on a trois modes de prédiction principaux, qui sont le skip mode, donc je reviendrai un peu plus tard sur ce que c'est. Dans ce skip mode-là, on sera obligé de rester en taille 16 par 16 pour macrobloc, donc il n'y a pas de sous-division supplémentaire. Ensuite, on a le mode intra-prédiction, donc vous savez ce que c'est maintenant. On va faire soit un bloc macrobloc 16 par 16 sans sous-division, ou alors une sous-division en 16 petits blocs de taille 4 par 4. Et voilà. Pour le troisième mode de prédiction, donc prédiction inter, là on aura vraiment plein de sous-divisions supplémentaires qui vont être possibles. Donc, notamment, on va avoir une sous-division en sous-blocs rectangulaires qui va être autorisée, et également une sous-division en 4 blocs 8 par 8. Et si on choisit cette dernière sous-division en bloc 8 par 8, on peut encore faire une sous-division sur chaque bloc 8 par 8 en 1, 2 ou 4 blocs différents. Ce qu'il y a à retenir, c'est que si jamais on fait une sous-division en bloc rectangulaire, et ben on s'arrête là pour le bloc courant. Voilà. Donc voilà pour les modes de partitionnement AVC. Et ce que ça donne sur une image réelle, bon, on reprend l'image que vous connaissez maintenant de la course de chevaux. Ce qu'on peut voir, c'est que dans l'arrière-plan, on va avoir des blocs de taille 16 par 16 qui vont être gardés tels quels. C'est ce que vous voyez en fuchsia sur l'image.
ce qui est plus ou moins logique puisqu'on a soit des zones qui sont très homogènes en termes de détails spatiaux et de mouvement, ou alors des contours qui se propagent assez facilement en dehors des limites du bloc. Donc on peut se permettre de rester avec un bloc assez grand. Par contre, dès qu'on va arriver sur des zones de l'image où il y aura beaucoup de mouvements ou beaucoup de détails spatiaux, typiquement les chevaux, eh ben, on va sous-diviser nos macro-blocs en plein de petits sous-blocs. C'est ce que vous voyez en vert sur l'image et normalement en jaune, mais ça va être difficile à voir. Voilà, ce qu'il y a à retirer de là, c'est qu'on va vraiment s'adapter fidèlement au contenu de l'image, que ce soit en détails spatiaux ou en mouvement. Voilà ce que je vais vous dire sur le partitionnement en blocs. Une fois qu'on a ce partitionnement-là, on peut passer à l'étape de prédiction. L'étape de prédiction se trouve à cet endroit-là dans le codec, donc elle vient vraiment directement après le partitionnement en blocs. En entrée, on aura un bloc d'entrée, le BN, et en sortie, on aura un bloc prédit, BNPred. Alors, le principe général de la prédiction, c'est tout simplement pour chaque bloc d'entrée BN, on va le faire passer par une étape de prédiction afin d'obtenir un bloc prédit BNPred. On aura le choix généralement entre l'intraprédiction. Dans ce cas-là, on aura nos blocs ici sur le schéma en jaune qui vont devoir être prédits. Et pour cela, on va utiliser les blocs en bleu-vert afin de faire notre prédiction. Pour la prédiction inter, là on retombe sur des notions qu'on a déjà vues dans le chapitre précédent, qui sont l'estimation de mouvement et la compensation en mouvement. Je rappelle le principe général. On prend notre bloc, on va chercher dans une image de référence le bloc de référence qui correspond le mieux à celui qu'on veut prédire, et on encode, on dérive un vecteur de mouvement, qui va nous permettre de retrouver ce bloc-là par la suite. Voilà, alors passons, une fois qu'on a notre bloc de prédiction, on va pouvoir calculer notre erreur de prédiction résiduelle, qui va ensuite être utilisée par les autres étapes du processus d'encodage. Alors, comment on fait comment on obtient cette erreur de prédiction résiduelle? Tout simplement, on part de notre bloc d'entrée, et on va lui soustraire le bloc prédit. Alors, soit on obtient un bloc prédit avec une prédiction intra. Ici, je vous ai mis une prédiction de type vertical. Je vais vous détailler après comment c'est fait. Donc on fait la soustraction, et on obtient un bloc d'erreur résiduelle avec la prédiction intra. On peut faire pareil avec un bloc de prédiction obtenu avec une prédiction inter. Dans ce cas-là, on remarque que le bloc va ressembler un petit peu plus au bloc d'entrée, même si le bloc de prédiction intra était plutôt bon, ce qui est principalement dû aux contours verticaux qui est dans le bloc d'origine. Et donc on peut obtenir un deuxième bloc d'erreur résiduelle de prédiction avec la prédiction inter. Une fois qu'on en est là, on va choisir, on va regarder lequel est le mieux, et on voit dans cet exemple-là qu'on a des chances de choisir plutôt la prédiction inter, puisque on a moins d'énergie présente dans le bloc d'erreur résiduelle. Voilà pour le principe général. Passons maintenant à comment c'est fait dans H264 AVC. On va commencer par la prédiction intra. Alors, dans H264 AVC, on a, pour chaque macrobloc, 3 types de prédictions intra possibles. On a le mode de prédiction intra 4x4, qui va nous faire une prédiction intra séparée pour chaque sous-bloc du 4x4 du macrobloc d'origine. Et ce mode-là est principalement utilisé pour les macroblocs qui ont vraiment une quantité de détails spatiaux qui va être très importante. Dans ce cas-là, ça vaut le coup de faire des prédictions intra séparées pour chaque sous-bloc 4x4. Le deuxième mode de prédiction possible, ça va être le intra 16x16, qui va nous faire une seule prédiction intra pour l'ensemble des pixels du macrobloc. C'est notamment utilisé dans les zones homogènes de l'image. Et enfin, on a un troisième mode de prédiction intra qui est un peu particulier, qui va en fait tout simplement copier les valeurs des pixels d'origine
dans l'erreur résiduelle. Donc on n'aura ni prédiction, ni étape de transformer. Alors ça paraît particulier, mais en fait c'est fait pour soit représenter de manière très fidèle les pixels d'entrée, ou alors de limiter le débit nécessaire dans le cas où on aurait des anomalies dans l'image qui créeraient une erreur résiduelle qui serait très grande et des coefficients transformés de très grande amplitude, ce qui nous coûterait vraiment beaucoup en débit. Donc le fait de pouvoir transmettre nos pixels d'entrée tels qu'ils étaient à l'origine, ça met une borne supérieure au débit utilisé dans notre prédiction classique. Voilà. Maintenant, voyons voir en détail comment sont faits les modes de prédiction 4x4 et 16x16. Alors pour le 4x4, on aura 9 modes de prédiction différents. On aura un mode spécial et 8 modes directionnels. Alors pour les modes directionnels, ce qu'on peut voir, c'est qu'on va suivre une direction particulière pour propager nos pixels de référence. Et pour le mode d'ici, bon, je vais vous montrer juste après. Voilà ce que ça donne visuellement nos modes de prédiction. Alors je vous en ai mis que 5 sur cette diapo-là, mais pour les 4 restants, c'est sensiblement la même chose. Donc on a un mode vertical, un mode horizontal, un mode d'essai, et 2 modes diagonaux qui sont représentés. Alors, comment on obtient les pixels de prédiction, les pixels prédits, pardon, à partir de ces modes-là? Si on prend le mode vertical 0, tout simplement, on va copier la valeur du pixel de référence sur tous les pixels de la colonne qui correspond, et ainsi de suite. Donc on aura un bloc qui va propager le contour vertical qui était dans les pixels de référence. On fait la même chose pour le mode horizontal, mais sur les lignes. Et voilà, c'est 2 modes de prédiction qui sont très simples. Ensuite, on a le mode d'essai qui va tout simplement faire une moyenne des 8 pixels de prédiction de référence adjacents. Et il va mettre cette valeur moyenne sur tous les pixels du bloc prédit. Et enfin, on a nos modes diagonaux qui vont tout simplement faire un filtrage des blocs de référence avec un filtre de taille 3 et qui va propager cette valeur filtrée suivant une direction particulière. Donc là, on voit que c'est une direction diagonale bas-gauche, et dans le deuxième mode, diagonale bas-droite. Donc à chaque fois que je vous ai mis des équations, bon, c'est pas très utile de rentrer dans les détails dans le cadre de cette vidéo, mais ça pourra vous servir par la suite, si jamais vous refaites de la compression vidéo plus tard. Voilà pour les différents modes possibles pour le intra 4x4. Maintenant, si on passe à l'intra 16x16, eh ben, on va se limiter à 4 modes différents. Pourquoi 4 modes différents? Parce qu'on sait que ce mode-là, il est fait pour les zones homogènes. Donc on a quand même moins de détails possibles pour ces blocs 16x16. Donc on retrouve un mode vertical, un mode horizontal, et un mode d'essai comme pour le intra 4x4. Donc c'est exactement la même chose, mais transposé à une taille plus grande. Et on a un nouveau mode qui s'appelle planar, et qui va essayer de propager les contours dans le bloc de prédiction. Alors, c'est pas très visible sur l'exemple que je vous donne, parce que les pixels de référence, le bloc que j'ai choisi comme test, ne se prête pas forcément à ce type de prédiction-là, mais voilà, c'est censé propager les contours de manière diagonale. Voilà pour l'intra 16x16. Voilà, ça conclut en fait la prédiction intra dans HDC4 AVC. Donc il faut retenir, soit on fait de l'intra sur des petits blocs 4x4, ou des blocs 16x16, ou alors on fait une copie avec le mode de PCM. Et ensuite, pour chaque type de prédiction possible, on va choisir parmi 9 ou 4 modes différents. À la fin, on choisit celui qui donne le moins de débit et de distorsion, suivant un compromis qui est choisi par l'encodeur, et on choisit le meilleur prédicteur possible. Ensuite, on passe à la prédiction inter.
Donc là, on commence par faire une estimation de mouvement. Alors l'estimation de mouvement, elle n'est pas spécifiée dans le standard. Vous pouvez faire n'importe laquelle parmi celles que je vous ai présentées dans le premier chapitre du cours. Mais voilà, ce qu'il faut que cette prédiction de mouvement vous donne, ce sont des vecteurs de mouvement avec une précision de quart de pixel. Alors, comment on obtient cette précision de quart de pixel? On va faire une interpolation en 2 passes successives, l'une avec un filtre de taille 6 qui va nous permettre d'obtenir les positions au demi-pixel près, et on va faire une deuxième passe sur ces positions au demi-pixel avec un filtre bilinéaire de manière à obtenir les positions au quart de pixel. Alors, je vous rappelle que cette précision au quart de pixel près, c'est vraiment fait pour améliorer l'étape d'estimation de mouvement et de compensation en mouvement. Ça nous permet d'obtenir vraiment un très bon bloc de prédiction. Petite précision sur les vecteurs de mouvement dans HT64 AVC, c'est qu'ils peuvent pointer à l'extérieur des images de référence. Alors ça peut servir dans certains cas précis, mais dans tous les cas, si on veut aller en dehors de l'image, on va extrapoler les pixels qui sont en dehors en répétant tout simplement le pixel du bord de l'image le plus proche. Voilà. Et dernière chose concernant les vecteurs de mouvement, dans H264 AVC, on ne va pas transmettre les vecteurs de mouvement tels quels, on va d'abord les prédire, encore une fois. Et on va les prédire à partir des blocs, des vecteurs de mouvement des blocs adjacents spatialement dans la même image. Donc ici, je vous ai mis un petit schéma où on a un macro-bloc ou un bloc de taille plus petite, courant, donc ici en rouge, et on a des blocs adjacents A, B, C et D qui vont être utilisés pour prédire le vecteur de mouvement. Alors comment est fait cette prédiction? Dans AVC, on va soit prendre la médiane de nos vecteurs de mouvement adjacents, soit on va faire une prédiction directionnelle de ces vecteurs de mouvement. Donc voilà, ce qu'on va transmettre dans le bitstream, ça va être uniquement la différence entre le vecteur de mouvement prédit et le vecteur de mouvement optimal que l'on avait trouvé avec l'estimation en mouvement. Voilà, donc ça nous permet de réduire l'information de mouvement que l'on doit transmettre au décodeur. Ok, donc une fois qu'on a ces vecteurs de mouvement, qu'on sait comment sont faits les vecteurs de mouvement, pardon, attardons-nous sur la compensation en mouvement. Alors la particularité de l'AVC, c'est que on peut avoir plusieurs images de référence pour chaque macro-bloc de l'image. Alors comment ça fonctionne? Eh ben, on va en fait garder des listes d'images de référence, qu'on appelle RPL. On en aura une pour les images P et deux pour les images B. Et en fait, on va, avec chaque vecteur de mouvement, associer un indice de l'image de référence dans cette liste d'images de référence. Donc pour chaque vecteur de mouvement, on aura la différence avec le vecteur de mouvement prédit et l'index de l'image de référence. Ça nous permet de faire des prédictions inter vraiment optimales, puisqu'on va pouvoir chercher le bloc de référence dans plusieurs images différentes. Et pour les images B, on va même pousser un peu le principe, puisqu'on va faire des biprédictions. Qu'est-ce que c'est une biprédiction? C'est tout simplement le fait de prédire un seul macro-bloc avec deux macro-blocs différents. Alors comment on le fait? On fait en fait une prédiction pondérée avec les deux macro-blocs de référence. Ici, je vous ai mis le cas classique du macro-bloc jaune, qui va être le résultat d'une biprédiction entre le macro-bloc rouge de l'image à t-t1 et le macro-bloc vert de l'image t-t2. Donc ça nous permet vraiment d'optimiser notre prédiction inter. Voilà pour cette partie-là. Avant de clôturer la partie prédiction, je reviens juste sur le mode skip.
dont je vous avais parlé lors du partitionnement en bloc. Qu'est-ce que c'est le mode skip dans AVC? C'est le fait de faire une prédiction à terme avec deux particularités qui sont très importantes. La première, c'est qu'on n'aura aucun bit qui vont être utilisés pour encoder le vecteur de mouvement. Ça veut dire qu'on aura un vecteur de mouvement qui va être égal au vecteur de mouvement prédit, et également que l'index dans la liste d'images de référence va être égal à 0. On va prendre la première image dans la liste. Deuxième particularité, c'est qu'on n'aura aucun bit qui va être utilisé pour encoder l'erreur résiduelle. Ça veut dire qu'on n'aura pas d'étape de transformée, ni d'étape de quantification. Ça veut dire qu'on aura un bloc reconstruit qui va être strictement égal au bloc prédit. Donc le mode skip, ça permet de représenter vraiment en très peu de débit un macro-bloc entier de l'image. Ça va principalement être utilisé dans les zones où on aura soit une zone homogène de l'image en termes de détails spatiaux ou de mouvement. Voilà. Et une dernière petite précision, on distingue aussi dans AVC le mode direct. Vous allez notamment le voir apparaître en TP. En fait, ce mode direct, c'est plus ou moins l'équivalent du mode skip, mais pour les images de type B. Voilà. Il y a quelques différences, mais voilà, c'est pas nécessaire de rentrer dans les détails dans le cadre de ce cours. Voilà, donc ça conclut ce que j'avais à vous dire sur l'étape de prédiction. Donc maintenant qu'on a notre erreur résiduelle de prédiction, on va pouvoir la transformer, la quantifier et l'encoder entropiquement de manière à générer le bitstream. Donc ça va être l'objet de la prochaine vidéo.